Nous traiterons dans ce troisième chapitre de l'assurance maladie dans le monde. Nous présenterons dans ce cours d'abord les justifications théoriques de l'assurance maladie avant d'aborder les différents modèles d'organisation de l'assurance maladie dans le monde. Nous discuterons à chaque fois des avantages et limites de chacun des modèles qui, tous, traversent aujourd'hui des crises plus ou moins graves. Le cours est structuré comme suit. Après une définition générique de l'assurance et de la logique assurantielle, nous présenterons les justifications théoriques à l'existence de l'assurance maladie, avant de présenter en détail les trois grands modèles d'organisation de l'assurance maladie dans le monde. Nous conclurons notre exposé par une analyse comparative des avantages et limites des assurances maladie privées et de celles organisées plus ou moins directement par l'État. L'assurance est tout simplement une garantie donnée par une compagnie d'assurance de se faire rembourser en cas de réalisation des risques convenus. Cette garantie est donnée évidemment en contrepartie du versement préalable d'une prime dépendant du risque. L'assurance mutualise, c'est-à-dire met en commun le risque. Ce principe de mutualisation, à l'origine de l'activité assurantielle, traduit tout simplement le fait que les primes d'assurance collectées sur l'ensemble des assurés serviront à rembourser ceux d'entre eux qui subiront un sinistre, c'est-à-dire uniquement ceux qui verront le risque se réaliser. Pour l'exemple, en assurance auto, les primes collectées sur l'ensemble des automobilistes serviront à payer uniquement ceux d'entre eux qui subiront un accident. En définitive, l'assurance est juste un mécanisme de solidarité qui permet à la communauté des assurés de faire face à un risque individuellement trop lourd à affronter, mais assez facile à gérer si on l'organise sur une base collective. Pour que ce principe de mutualisation ou de compensation des risques puisse jouer pleinement, il faut réunir au moins trois conditions sine qua non. D'abord, il faut que la population assurée soit suffisamment nombreuse. En fait, plus la communauté des assurés est nombreuse, plus il sera facile pour l'assureur de mutualiser le risque, conformément à ce qu'on appelle la loi des grands nombres en probabilité. Ensuite, il faut que le risque soit faible, c'est-à-dire que seule une petite fraction des assurés va subir in fine un sinistre. Si la majorité des assurés voit le risque se réaliser, il sera ainsi impossible pour l'assureur de faire jouer le principe de mutualisation. En d'autres termes, il n'y aura pas de compensation financière possible entre les assurés, c'est-à-dire que les primes collectées ne suffiront pas à compenser les dommages subis par les assurés. Pour l'exemple, l'impossibilité pour les assureurs à faire face à des sinistres en masse, notamment lors des catastrophes naturelles, pousse généralement l'État à intervenir financièrement pour rembourser les sinistrés et éviter la faillite aux assureurs. Troisième condition à la viabilité d'une activité d'assurance, il faut que les conséquences individuelles du risque soient suffisamment lourdes pour inciter les gens à souscrire en masse à cette couverture assurantielle. La plupart des branches d'assurance, la souscription est généralement volontaire, c'est-à-dire qu'on laisse le choix à chacun de se couvrir par une assurance ou pas. Cependant, certaines branches d'assurance sont rendues obligatoires par la puissance publique, à l'exemple des assurances auto ou catastrophes naturelles pour les habitations. Question préalable, quelles sont les justifications théoriques à l'existence de l'assurance maladie? L'assurance maladie, qu'elle soit de nature privée ou publique, est justifiée par quatre particularités du risque maladie. Tout d'abord, la double incertitude en ce qui concerne à la fois le moment d'apparition de la maladie et sa gravité potentielle. En d'autres termes, on ne sait pas si on va tomber malade dans un avenir plus ou moins proche, de même qu'on ne sait pas quelle sera la nature de cette maladie qui va nous accabler. Si c'est un simple rhume, ça passe. Mais certaines maladies graves, les cancers notamment, impliquent des soins lourds, très largement inaccessibles, même pour les couches sociales assez aisées. Cette situation implique une incertitude radicale concernant à la fois le coût des soins et les pertes potentielles de revenus professionnels dues à la maladie. Deuxième lieu, l'assurance maladie est justifiée par la concentration exceptionnelle des dépenses de santé. Ainsi, en Algérie, on estime que 10% de la population très malade est à l'origine de plus de 50% de la dépense nationale de santé. Cette concentration des dépenses est de nature à faciliter grandement la compensation des risques et le principe de mutualisation, c'est-à-dire que beaucoup de bien portants vont pouvoir cotiser pour financer les soins de peu de malades. Troisième lieu, l'assurance maladie est justifiée par l'importance de l'aversion ou de la répulsion pour le risque maladie chez une grande partie de la population, c'est-à-dire que l'incertitude entourant l'apparition de la maladie ainsi que ses implications financières est tellement importante que presque personne ne choisirait d'être son propre assureur et d'assumer seul le risque de tomber malade. Enfin, quatrième et dernière justification à l'existence de l'assurance maladie, le désir de solidarité et d'égalité d'accès en matière de soins.
En tant qu'être humain civilisé, le spectacle de la douleur non secourue reste insupportable et très largement inacceptable pour l'écrasante majorité de la population. En effet, contrairement aux inégalités de revenus ou de patrimoine, les inégalités en matière d'accès aux soins sont très largement condamnées à l'échelle de la société. Nous allons à présent détailler les 3 grands modèles d'organisation de l'assurance maladie dans le monde. On distingue généralement 3 grands modèles théoriques d'organisation du système de protection maladie. D'abord, l'assurance maladie privée aux États-Unis et en Suisse. Ensuite, l'assurance maladie professionnelle dans les systèmes bismarckiens comme en Algérie ou en France. Et enfin, l'assurance maladie publique dans les systèmes beveridgiens comme en Grande-Bretagne, en Italie ou encore au Canada. Commençons par rappeler les fondements à l'origine de l'assurance maladie privée. À l'image des autres branches d'assurance, l'assurance maladie répond aux besoins d'assurance en mutualisant des risques aléatoires et trop importants pour qu'un seul individu puisse les supporter, mais cependant assez prévisibles et maîtrisables s'ils sont supportés par l'ensemble de la communauté des assurés. L'assurance maladie privée est généralement fondée sur 2 principes. Premièrement, la libre souscription, c'est-à-dire que chacun a le choix souverain de souscrire ou non une couverture maladie, ce qui n'est pas le cas dans les systèmes publics, qu'ils soient bismarckiens ou beveridgiens, où l'assurance maladie est dite obligatoire. Deuxième principe, il y a un marché concurrentiel de l'assurance maladie, avec plusieurs compagnies en concurrence les unes avec les autres et qui proposent une myriade de produits différenciés en fonction du profil de besoin de leur clientèle potentielle. L'assurance maladie privée prend en charge les conséquences du risque maladie moyennant une prime dite actuarielle, c'est-à-dire une prime pondérée par le risque individuel de l'assuré, d'où en conséquence une prime différenciée en fonction du risque associé à chaque assuré. La prime actuarielle est calculée à partir de la formule suivante. La prime actuarielle PR est ainsi égale au produit de la probabilité de réalisation du risque petit p par l'espérance mathématique de la dépense annuelle E de D, pondéré par l'étendue de la garantie souscrite E', augmenté des coûts de gestion petit c et du profit de la compagnie d'assurance pi. Ajoutons quelques remarques complémentaires. L'espérance mathématique de la dépense annuelle E de D représente concrètement la dépense annuelle moyenne par assuré. L'étendue de la garantie souscrite E' dans notre équation représente le panier de soins couverts. Petit c représente l'ensemble des frais de gestion que supportent les compagnies d'assurance. Il y a d'abord tous les frais administratifs liés au réseau d'agences commerciales implantées un peu partout sur le territoire. Il y a ensuite les frais administratifs liés à la gestion des dossiers de remboursement, notamment pour payer les expertises de médecins contrôle. Enfin, on comptabilise également dans les frais de gestion les dépenses marketing des compagnies d'assurance qui, rappelons-le, doivent faire un démarchage pour attirer leur clientèle. Enfin, Pi représente la marge commerciale de l'assureur, qui est, rappelons-le, une entreprise privée, donc un organisme à but lucratif. La prime d'assurance varie ainsi en fonction du risque parce qu'elle est justement différenciée selon la classe de risque à laquelle appartient l'assuré. Le risque maladie augmente par exemple avec l'âge ou le sexe de la personne. Avec la maternité notamment, les femmes sont en moyenne plus consommatrices de soins que les hommes. Dans les contrats individuels, par exemple, qui sont généralement renégociés chaque année, la prime augmentera avec l'âge de la personne. Prenons un exemple de la réalité de l'assurance maladie privée, dont le modèle emblématique reste évidemment celui des États-Unis. Comme on peut s'y attendre, la prime augmente de façon exponentielle avec l'âge de la personne, pour devenir quasiment exorbitante à un âge avancé. Ainsi, aux États-Unis, le coût d'une assurance maladie privée individuelle double entre 30 et 60 ans. Dans le collectif, la prime sera liée à la structure démographique de la clientèle assurée. Dans un contrat assurance-entreprise, la prime que va négocier l'entreprise avec la compagnie d'assurance dépendra de l'âge moyen de son personnel. Enfin, dans un contrat à long terme, la prime dépendra de l'âge à la souscription du premier contrat. Toutefois, l'option à long terme offre la garantie au souscripteur que la prime n'augmentera pas avec l'âge ou avec la détérioration de son état de santé. Au-delà des débats idéologiques entre les libéraux partisans d'un marché de l'assurance maladie et les défenseurs de l'interventionnisme étatique dans l'organisation du système de protection maladie, le fonctionnement concret de l'assurance maladie privée
tel qu'on peut l'observer aux États-Unis, pose un certain nombre de limites objectives. La théorie de l'assurance pose 4 conditions pour que l'assurance privée puisse répondre convenablement à un besoin d'assurance. D'abord, le risque ne doit pas être une certitude, ce qui implique que la probabilité de réalisation du risque soit inférieure à 1. On parle alors, dans le jargon des statisticiens, de risque non échu, ce qui veut dire simplement que le risque couvert peut se réaliser ou pas dans l'avenir. Deuxième condition, la loi de probabilité qui décrit la trajectoire statistique du risque doit être connue et indépendante du comportement de l'assuré. Troisième condition, le coût en cas de réalisation du risque doit pouvoir être estimé à l'avance. En d'autres termes, il faut que l'ampleur éventuelle des sinistres soit appréhendée avec suffisamment de précision. Enfin, quatrième et dernière condition à la viabilité d'un marché de l'assurance maladie, la solvabilité du demandeur, qui doit donc disposer du pouvoir d'achat nécessaire pour payer la prime. Toutefois, comme on va le voir, certains besoins de financement du risque maladie ne remplissent pas ces conditions. Les grands malades, tels que les insuffisants rénaux, les cancers ou encore les porteurs d'une maladie congénitale, ne respectent pas la première condition, dans la mesure où leur maladie et la dépense nécessaire sont une certitude à court terme. Par ailleurs, les personnes âgées échappent à la première et à la seconde condition, dans la mesure où la dépense de ce groupe est une certitude à court terme. Elle reste complètement imprévisible à long terme, à cause notamment de l'incertitude concernant le progrès technique qui ne cesse de repousser l'espérance de vie. De même, l'accouchement ne répond pas à la deuxième condition dans la mesure où il résulte d'une décision volontaire de l'assuré. Idem pour le cancer du poumon d'un grand fumeur, qui est dans l'absolu personnellement responsable de sa maladie. En définitive, le comportement de l'assuré, de même que son mode de vie au sens large, peuvent avoir un impact significatif sur les dépenses de santé et donc sur l'ampleur des remboursements de l'assurance maladie. D'où le questionnaire santé que doit remplir systématiquement tout candidat avant d'obtenir l'accord d'une compagnie d'assurance. Généralement, il y a dans le formulaire de candidature toute une série de questions sur les habitudes de vie qui permettent à l'assuré de déduire l'état de santé présent et futur de la personne. En outre, les risques lourds de certaines activités professionnelles, surtout dans les petites et moyennes entreprises, peuvent être tellement coûteux au point de compromettre la rentabilité de ces entreprises. L'exemple emblématique ici étant les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. Si on obligeait aujourd'hui ces entreprises à payer une prime d'assurance proportionnelle au risque professionnel de l'activité, la plupart des entreprises du bâtiment seraient en faillite instantanée. Un autre problème que pose l'assurance maladie privée, peut-être le plus sérieux, est l'horizon à court terme des contrats. Ainsi, en règle générale, la prime est réévaluée périodiquement en fonction de l'âge et de l'évolution de l'état de santé de l'assuré. Ce qui fait que, du jour au lendemain, certaines personnes ne peuvent plus payer leur prime d'assurance justement parce qu'ils sont tombés malades. Cette situation est d'une cruauté abominable. Au moment où ils en ont le plus besoin, ces personnes perdent leur couverture maladie. D'où l'adage bien connu qui dit que l'assurance, c'est comme quelqu'un qui vous perd son parapluie quand il fait beau et s'empresse de vous le reprendre à la première goutte de pluie. Enfin, il y a le problème d'insolvabilité chez une frange plus ou moins importante de la population. Les personnes dont le revenu est en dessous du seuil de pauvreté sont ainsi dans l'incapacité financière d'accéder à une couverture maladie minimale. Retenons en conclusion que l'assurance maladie privée est dans l'incapacité technique de répondre à l'ensemble des besoins de financement du risque maladie, notamment pour les soins lourds et pour l'ensemble de la population. Elle laisse ainsi sur le carreau les très malades, les personnes âgées et les pauvres. À titre d'illustration, énumérons quelques-unes des aberrations du système de protection maladie américain. Avant la réforme Obama de l'assurance maladie, quasiment 50 millions d'Américains de moins de 65 ans, dont 20% d'enfants de moins de 15 ans, soit 16% de la population, n'avaient aucune assurance santé faute de moyens financiers. Parmi ces Américains exclus de l'assurance maladie, on trouve pour l'essentiel des travailleurs pauvres, qui ont renoncé à s'assurer, dans la mesure où le revenu est juste assez élevé pour échapper au filet de sécurité publique, avec le fameux programme Medicaid, mais relativement insuffisant pour payer la prime exigée par les compagnies d'assurance. On rapporte même que certaines personnes sont refusées par les compagnies d'assurance, au seul motif qu'ils ont des enfants malades. Et de nombreux témoins font également part de stratégies d'exclusion d'assurés, entre guillemets, non rentables, au moindre problème de santé, même bénin, par le relèvement brutal et exorbitant de leurs primes. Enfin, beaucoup d'Américains restent mal assurés, avec juste une couverture basique. Rappelons que la couverture maladie dans le système américain n'est pas la même pour tout le monde. On estime ainsi qu'au moins 50% des assurés américains sont insuffisamment couverts. Il n'existe pas dans le monde de système de protection maladie à 100% public ou à 100% privé. Il y a toujours une forme de cohabitation entre un régime public et des assurances privées.
Aux États-Unis et en Suisse, où l'assurance maladie privée occupe un rôle prépondérant dans la couverture de la population, il y a systématiquement des filets de sécurité qui sont déployés par l'État en direction des grands malades ou invalides, des personnes âgées et des indigents. Dans les systèmes beveridgiens et bismarckiens, on peut distinguer au moins 3 cas de cohabitation des régimes publics avec une assurance maladie privée. D'abord, il y a l'assurance maladie privée facultative au premier dollar, principalement aux Pays-Bas et en Allemagne. Dans ce régime de cohabitation, on laisse concrètement le choix aux titulaires de revenus élevés ou stables d'opter, s'ils le veulent, pour une couverture dans le privé. Cette formule pose cependant de graves problèmes. D'abord, elle prive les régimes obligatoires d'une partie importante des cotisations dans la mesure où les contributeurs les plus importants quittent le navire de l'assurance maladie publique, ce qui peut compromettre in fine la viabilité financière du régime public. En second lieu, elle présente l'inconvénient de permettre aux compagnies d'assurance d'écrémer les risques en toute légalité. Concrètement, elles n'auront à prendre en charge que les bons risques, avec une clientèle de rêve constituée de jeunes, en bonne santé et qui plus est titulaires de hauts revenus. Tout ce qui est mauvais risque, personnes très malades, vieux, pauvres, sont évidemment laissés au régime public. Deuxième modèle de cohabitation entre un régime public et une assurance maladie privée, l'assurance supplémentaire dans les systèmes beveridgiens. Ce type d'assurance permet de compenser les défaillances du système public. Elle offre notamment la possibilité d'échapper au fil d'attente pour se faire opérer ou de bénéficier d'un plus grand confort au milieu hospitalier. Remarquons qu'un faible pourcentage de la population y adhère. Moins de 10% des Italiens et des Espagnols, 12% des Britanniques et 25% des Danois. Enfin, troisième et dernier régime de cohabitation, l'assurance complémentaire dans les systèmes bismarckiens. L'assurance complémentaire, comme son nom l'indique, complète la couverture publique, en couvrant les différentes dépenses laissées à la charge du malade. Remarquons que la place de ces assurances est inversement proportionnelle à la générosité du système public. En d'autres termes, la demande d'assurance complémentaire demeure faible dans les pays où la couverture publique semble suffisante en termes de panier de services couverts et où la participation financière des malades reste modérée. La demande d'assurance complémentaire carroie également avec le revenu de la personne et son niveau d'éducation. Deuxième grand modèle d'organisation de l'assurance maladie professionnelle dans les systèmes dits bismarckiens. L'assurance maladie professionnelle, appelée aussi assurance sociale, est fondée sur la solidarité professionnelle. Elle diffère en cela de l'assurance maladie privée. Concrètement, l'assurance maladie professionnelle s'exerce entre les membres d'une même catégorie socio-professionnelle, comme les fonctionnaires, les salariés ou les travailleurs indépendants. Remarquons que l'assurance sociale se trouve en principe en situation de monopole vis-à-vis du groupe socio-professionnel au profit duquel elle est organisée. Elle échappe par conséquent aux limites de l'assurance maladie privée. Rappelons enfin que les cotisations versées par les employeurs et les salariés sont en général indépendantes du risque parce qu'elles sont proportionnelles aux revenus d'activité, bien sûr selon des taux variables avec les caisses. Dans le cadre de l'assurance sociale, chacun cotise donc selon ses moyens et bénéficie des prestations selon ses besoins. L'assurance maladie professionnelle autorise ainsi une solidarité horizontale dans la mesure où les cotisations des bien portants vont pouvoir financer les malades, celles des jeunes vont financer les personnes âgées, en plus de la solidarité verticale des hauts revenus vers les bas revenus. Ce qui n'est aucunement le cas de l'assurance maladie privée, dont l'effet redistributif se résume uniquement à la solidarité entre les bien portants et les malades. Ainsi, les systèmes bismarckiens organisent, en plus de la solidarité entre les bien portants et les malades, une solidarité entre les générations en assurant les retraités sans surprime, ainsi qu'une solidarité de classe entre les hauts revenus et les bas revenus en imposant une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité. Cependant, par définition, l'assurance maladie professionnelle ne peut pas couvrir l'ensemble de la population. Il restera toujours des exclus, surtout en situation de chômage de masse. Retenons en conclusion que les systèmes bismarckiens imposent d'une part l'obligation d'assurance et de cotisation dans le cadre d'une seule et unique caisse, ce qui permet de faire jouer pleinement le principe de mutualisation. Et d'autre part, l'égalité des droits à l'intérieur d'un même groupe social, ce qui limite grandement les inégalités d'accès à une couverture maladie. Le financement de l'assurance sociale est assez redistributif, puisque le seuil de couverture des dépenses de soins n'est pas lié aux revenus, alors que la cotisation le sera.
Cependant, le défaut majeur de l'assurance maladie professionnelle est qu'elle exclut une bonne partie de la population, dans la mesure où elle est réservée par définition aux travailleurs et à leurs ayants droit. C'est pourquoi elle doit être complétée, comme pour l'assurance privée, par des filets de sécurité que doit mettre en place la puissance publique, au moins pour les plus pauvres et les chômeurs. Troisième grand modèle d'organisation de l'assurance maladie publique, que l'on retrouve évidemment dans les systèmes beveridgiens, mais également sous forme de filets de sécurité publique dans les systèmes bismarckiens ou encore dans les pays où prédomine l'assurance maladie privée. Premier cas de figure, l'assurance maladie publique universelle des régimes beveridgiens. Elle couvre de façon inconditionnelle toute la population de la nation, comme au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et dans pratiquement tous les pays scandinaves. L'assurance maladie publique universelle est fondée sur la solidarité nationale entre les citoyens et entre les générations selon un principe égalitariste qui vise à assurer l'égalité des chances dans la société. Rappelons brièvement que l'égalité des chances est l'une des conceptions théoriques de l'égalité dans une société. Elle cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social, indépendamment de leur origine sociale ou ethnique, de leur sexe, des moyens financiers de leurs parents, de leur lieu de résidence, de leurs convictions religieuses ou d'un éventuel handicap. En définitive, l'assurance maladie publique universelle des régimes beveridgiens permet d'assurer une certaine égalité d'accès aux soins au sein de la population, dans la mesure où tous les citoyens ont des droits égaux en matière de couverture maladie. Tout comme l'assurance sociale, l'assurance maladie publique universelle se trouve en situation de monopole et échappe par conséquent aux limites de l'assurance maladie privée. Mais contrairement à l'assurance maladie privée ou professionnelle qui laisse par définition beaucoup d'exclus parmi la population, l'assurance maladie publique universelle permet l'accès des pauvres et des inactifs non assurables à une couverture maladie égale à celle de l'ensemble de la population. Précisons enfin qu'elle se fonde sur un contrat politique, d'où une inscription inamovible dans la Constitution, ce qui offre le maximum de garanties par rapport à la stabilité du dispositif. Cependant, cette formule souffre d'un certain nombre de défaillances liées à la situation de monopole, avec notamment la faible attention manifestée à l'égard des besoins des assurés, les rigidités bureaucratiques, ou encore l'adoption, avec beaucoup de retard, des innovations technologiques, dont l'accréditation finale est soumise à une procédure stricte d'évaluation médico-économique. Deuxième cas de figure, les filets de sécurité publique. Présents à la fois dans les pays à système bismarckien et dans ceux à dominance privée, ils permettent de prendre en charge les populations qui n'arrivent pas à accéder à une couverture maladie dans le cadre du régime général, selon le cas assurance maladie privée ou assurance sociale. Les filets de sécurité publique ne sont pas à proprement parler des assurances, mais plutôt une forme de solidarité ou d'assistance à destination des catégories sociales les plus fragiles. C'est le cas des dispositifs Medicare et Medicaid aux États-Unis qui permettent de prendre en charge les besoins de santé des personnes âgées et des indigents. C'est le cas également de la couverture maladie universelle CMU en France, qui prend en charge les besoins de santé des personnes sans ressources et des clandestins. Retenons en conclusion que le financement par l'impôt permet un effet redistributif plus important de l'assurance maladie publique, comparativement à l'assurance maladie privée ou professionnelle. L'effet redistributif désigne tout simplement le transfert de ressources des hauts revenus vers les bas revenus. En effet, l'impôt comporte à la fois des prélèvements proportionnels comme la TVA et des prélèvements à taux progressif comme l'impôt sur le revenu global. L'effet redistributif des impôts directs à taux progressif est évidemment beaucoup plus important que celui des impôts indirects à taux proportionnel. Selon leur part respective dans le total, le système sera donc plus ou moins redistributif. Précisons enfin que ce prélèvement peut être non affecté, c'est-à-dire entrer dans le budget global de l'État, ou être affecté à un fonds spécifique destiné à la santé. Dans ce dernier cas, l'effet redistributif de l'assurance publique est généralement beaucoup plus important. En conclusion, rappelons quelques éléments de comparaison entre les assurances privées et publiques. Tout au long de ce cours, nous avons souligné qu'il n'existe pas de système parfait. Chaque formule présente à la fois des avantages et des inconvénients. En résumant à l'essentiel, le principal problème du marché, c'est l'équité. Et le principal problème du monopole public, c'est l'efficience. En fait, le conflit entre l'efficience et l'équité est inévitable. D'une part, le monopole public garantit des droits égaux et se gère à faible coût.
Ainsi, les coûts de gestion ne représentent à peine 5 à 8% du chiffre d'affaires. Ces performances exceptionnelles en matière de coûts de fonctionnement sont réalisées grâce aux économies d'échelle et à l'afflux d'une clientèle captive. Arrêtons-nous quelques instants pour expliquer ces deux dernières expressions. Le terme économie d'échelle est utilisé en économie pour désigner la tendance à la diminution du coût moyen de production au fur et à mesure de l'accroissement des quantités produites. L'assurance maladie publique est en effet à l'origine d'économies d'échelle colossales, dans la mesure où c'est l'ensemble de la population qui cotise dans une caisse unique. Clientèle captive dans la mesure où l'assurance maladie est obligatoire. Il n'y a pas d'alternative pour les personnes. C'est tout le monde qui doit souscrire au régime général. Cependant, l'assurance maladie publique accuse aussi quelques défaillances. Elle propose un service standardisé géré par une bureaucratie rigide, souvent sourde aux attentes de la clientèle. Très souvent aussi, l'assurance maladie publique maîtrise ses coûts grâce au rationnement à différents niveaux du système de santé et au fil d'attente pour l'accès aux soins. Stimulée par la concurrence, l'assurance privée offre à une clientèle sélectionnée des services diversifiés et se montre attentive à leurs besoins et désirs. Toutefois, l'assurance maladie privée est obligée de gérer des dossiers de faible montant à un coût élevé, ce qui fait grimper les coûts de gestion jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Cette hausse des coûts de gestion est due aux dépenses de promotion pour attirer leur clientèle, aux frais de chargement des primes, c'est-à-dire d'estimation des primes en fonction des risques, et enfin aux frais de gestion des dossiers de remboursement. En définitive, les coûts de gestion peuvent être exorbitants dans le cas de l'assurance maladie privée. Autrement dit, sur 100 $ collectés par l'une ou l'autre assurance, 95 sont dépensés pour les soins dans le cas du monopole public et seulement 80 dans le cas de l'assurance privée. Rappelons enfin qu'au plan théorique, l'assurance privée de type actuariel ou la prime est liée au risque mutualise le risque au sein d'une même classe de risque, c'est-à-dire uniquement entre les malades et les bien portants. Par contre, l'assurance publique, où les primes sont indépendantes du risque, mutualise les risques entre les différentes classes de risques, c'est-à-dire non seulement entre les malades et les bien portants, mais aussi entre les vieux et les jeunes et entre les pauvres et les riches. Le présent tableau reprend les principaux éléments de comparaison entre les assurances publiques et privées. On le voit ici clairement, chaque système présente des avantages et des inconvénients. Il n'existe nulle part de système parfait de protection maladie. Notre présentation étant terminée, je vous invite de bon cœur à poser vos questions.